Et voilà. Donc, cette conférence, hein, pour vous parler de votre microbiote, justement, et savoir comment il va, ce microbiote, comment vous êtes dans votre ventre, dans vos intestins. Voilà, déjà, on va parler de ce que c'est avec le microbiote. Donc, je ne sais pas si vous avez toute l'information par rapport à ça. Aujourd'hui, il est reconnu comme un organe en fait au sein, biologiquement parlant, en fait, par les scientifiques, il est reconnu vraiment comme un organe qui fonctionne à part entière dans notre corps. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'organe oublié, parce que souvent, il n'a pas été compté comme un organe, en fait. C'était juste une quantité de micro-organismes qui existaient à l'intérieur de notre intestin. Donc, en fait, c'est un ensemble de micro-organismes. Et les micro-organismes, voilà, c'est des organismes qui sont invisibles, micro-organismes, et qui vivent plus ou moins en harmonie dans notre corps. On va trouver des bactéries, des virus, des champignons, des levures, voilà, toutes sortes de parasites. En fait, c'est très complexe, c'est un milieu très complexe où on a répertorié, où les scientifiques ont répertorié 2172 espèces, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, tout ça, ça vit, ça devrait vivre en harmonie les uns avec les autres dans cet écosystème complexe. On dit qu'il y a plus de 10 fois de micro-organismes que de cellules humaines dans tout le corps. Et on entend parler aussi que, en fait, est-ce qu'on est plus microbien ou humain? C'est une question, en fait. C'est vraiment parce que si on a 10 fois plus de cellules microbiennes dans notre corps que de cellules humaines, la question se pose, en fait. Mais en fait, c'est une adaptabilité entre les deux, c'est une symbiose. On vit avec les micro-organismes depuis tout temps et on en a de moins en moins parce qu'en fait, vous le savez comme moi, il y a beaucoup trop d'hygiène dans la vie d'aujourd'hui. Alors, une hygiène qui a été sauveuse aussi à un moment donné, mais qui aujourd'hui fait un peu notre destruction aussi, parce qu'en fait, on n'a plus l'occasion en fait, d'aller se confronter aux micro-organismes, mais aussi d'aller nourrir ce microbiote à l'intérieur de notre corps, tellement on vit dans ce milieu aseptisé, en fait. Voilà, donc en fait, cet écosystème complexe, euh, tous ces micro-organismes qui sont étudiés aujourd'hui, on les connaît puisqu'on les a répertoriés, et on sait aussi comment ils fonctionnent entre eux, comment ils interagissent entre eux, comment ils coopèrent entre eux, comment ils évoluent entre eux en forme de synergie, hein, 1 plus 1 égale 11. Voilà. Mais aussi, on sait qu'il peut y avoir des rivalités. En fait, c'est comme un microcosme, voilà, à l'intérieur de nous. Et donc, il peut y avoir aussi des concurrences. Donc, c'est un écosystème complexe, et qui dit complexe dit fragile. Voilà, donc s'il est fragile, c'est qu'il y a plein de facteurs extérieurs et intérieurs qui peuvent déséquilibrer cet écosystème-là à l'intérieur de notre corps. Donc, entre autres, le premier déséquilibre, il peut se faire dès la naissance. C'est-à-dire qu'en fait, à la naissance, c'est à ce moment-là, en fait, que le microbiote va commencer à se former et à exister pour l'enfant, en fait. Parce qu'en fait, l'enfant va commencer à récupérer de la flore vaginale qui va venir s'insérer dans son transit. Voilà. Donc, en fait, par exemple, un enfant qui est né par césarienne ne va pas rencontrer tous ces micro-organismes-là, tous ces micro-organismes-là qui sont dans le passage au moment de la naissance. Donc déjà, il y a une première complexité qui existe là au moment de la naissance. C'est pour ça que je voulais le mettre en évidence déjà dans l'équilibre qui peut se faire. Déjà au moment de la naissance, il peut y avoir déjà démarré dans la vie avec un déséquilibre en fait au niveau de ce microbiote intestinal. Et puis on parlera après de pourquoi il peut être aussi abîmé, mais là déjà c'est pour démarrer en fait. Alors, il a plein de fonctions. C'est pour ça qu'on l'appelle un organe. En fait, un organe en biologie, hein, c'est quelque chose qui a des fonctions. Donc, c'est-à-dire qu'il va réaliser qui va être qui va réaliser du métabolisme en fait dans le corps. Donc là, les fonctions majeures, alors je ne les ai pas toutes nommées parce qu'en fait, ce que je vous ai dit, il y en a quand même pas mal. Hein. Bon, d'abord, on sait que les micro-organismes, ils vivent alors,
pour reparler un peu de biologie aussi, de notre biologie du corps. Donc, on a l'intestin grêle et puis après, on a le gros intestin. Donc, dans l'intestin grêle, on a ce qu'on appelle la digestion des aliments et c'est à cet endroit de l'intestin grêle que vont passer les molécules qui sont déjà digérées pour aller alimenter nos cellules, notre corps, c'est-à-dire pour se nutrir. D'accord? Donc, c'est dans l'intestin grêle. Et dans l'intestin grêle, il y a déjà une flore microbienne. Mais il y a aussi beaucoup d'enzymes. Et c'est un travail de collaboration entre les enzymes et la flore microbienne qu'on va digérer convenablement. Il y a déjà un espèce de mélange. Ensuite, quand on va passer, donc c'est à cet endroit-là on appelle ça, cet endroit-là, en médecine chinoise, c'est à cet endroit-là qu'on fait le tri. D'accord? Donc c'est très intéressant quand on a, sur le plan aussi de la conscience, en fait, comment notre intestin grêle trie, comment il fait ses tris, en fait, entre le bon, c'est-à-dire ce qui va passer dans l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire dans le système sanguin, et nous nutrir, et comment il rejette le non utile, en fait, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que j'ai la capacité à faire ça facilement? Et là, je vous renvoie à cette conscience de finalement comment interfère cette conscience que l'on a du corps entre le physique et l'émotionnel, par exemple, ou le psychologique, en fait. Et la question du tri, elle est vraiment intéressante au niveau de l'intestin grêle. C'est-à-dire, je prends ou je ne prends pas pour me nourrir, donc c'est pour être pleinement dans cette incarnation de ce corps, en fait. Et on voit beaucoup de gens qui me posent des questions sur cet état de l'intestin grêle où ils mangent en quantité, mais vous savez, c'est ces gens qui mangent beaucoup et qui ne grossissent pas. Donc, c'est à cet endroit-là comment le tri il est fait ou pas. En fait, c'est très intéressant de dire je ne prends pas suffisamment et du coup, tout va dans les selles, en fait, et tout part dans le côlon qui est derrière. Voilà. Et je ne me nutris pas suffisamment, je ne me nourris pas de l'alimentation. Ou alors, à un certain moment donné, c'est l'inverse, je m'engloutis, je prends tout à l'intérieur de moi et tellement, tellement fortement que je peux aussi casser les cellules pour pouvoir que ça rentre encore plus. Voilà. Donc, il y a tout un tas de systèmes comme ça qui se passent au niveau de l'intestin grêle. Mais là, on va passer sur le gros intestin, le côlon, parce que c'est là qu'on va retrouver la plus grosse quantité de micro-organismes, c'est-à-dire vraiment ce microbiote dont on parle aujourd'hui. Et donc, on voit que ce qui reste après l'intestin grêle, ce sont des aliments qui ne sont pas, qui ne vont pas être qui ne vont pas être digérés vraiment par les enzymes. Alors on parle surtout de cellulose par exemple. Les plus gros déchets qui vont passer, c'est des fibres qui sont difficiles à digérer, les lactoses qui sont difficiles à digérer, tous les sucres complexes, les celluloses. Et là-dedans, j'englobe évidemment les céréales par exemple. D'où les problématiques derrière avec toutes les céréales dans la digestion. C'est tellement complexe pour le corps humain, la céréale, que l'humain n'est pas fait pour digérer de la céréale facilement. Donc en fait, il va se fatiguer à digérer la céréale et ça va créer des fermentations, on verra tout à l'heure ça, au niveau du côlon, parce qu'en fait, ça continue à digérer et les bactéries, elles vont s'adapter à cette alimentation céréalière qu'on a de plus en plus dans nos pays aujourd'hui, et ils vont s'adapter à ça. Donc, en fait, on va avoir un microbiote qui est plus tout à fait équilibré, comme on l'a vu tout au départ, dans sa complexité, et qui va commencer à se déséquilibrer. Donc, la nourriture, elle est vraiment importante par rapport à ça. Donc, voilà, donc il va, dans le côlon, ça continue à décomposer ce qui n'a pas pu être décomposé avant, ça continue à digérer les aliments qui n'ont pas pu être digérés dans l'intestin grêle, mais avec forcément des produits. Quand on digère, on fabrique un produit différent. Et donc, ces produits différents, ça peut être de l'alcool aussi. Quand on digère une céréale, vous savez qu'on fait de la bière avec les céréales. Donc, notre corps, à nous, il est capable de faire ça, puisque ce sont des micro-organismes, des levures qui fabriquent de la bière. Alors, je ne dis pas qu'on est des organismes à bière, mais en fait, on peut fabriquer de l'alcool, on va fabriquer des gaz, du méthane, des choses comme ça, en fait. Donc, ça, c'est de la décomposition de certains aliments. Et qui peuvent abîmer du coup aussi ces cellules, les parois en fait du côlon. On parle beaucoup aujourd'hui de cancer en fait du côlon parce qu'il y a toutes ces substances qui sont fabriquées justement par cette décomposition et qui vont stagner un certain temps en fait dans le côlon.
Voilà, c'est comme ça. Alors, une autre fonction majeure, c'est vraiment de travailler en harmonie avec le système immunitaire. Parce que le bébé, par exemple, qui va rencontrer ses premiers micro-organismes dans son corps, donc c'est-à-dire au moment de la naissance et au moment de la naissance, ça va être sa première ligne de défense, en fait, hein, ces microbiotes. Donc, en fait, ils vont communiquer avec les lymphocytes T, les lymphocytes qui sont des globules blancs, en fait, hein, pour venir, il y a comme une communication, une interaction qui a été très bien décrite aujourd'hui par les scientifiques, pour faire partie de cette première ligne de défense, en fait. D'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, ils font partie de cette qualité immunitaire qu'on a besoin tous aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, donc voilà, ça assure l'intégrité de la barrière intestinale. Alors, la barrière intestinale, c'est toutes ces cellules, en fait, qu'il y a tout le long de ce tube digestif, de ce côlon, par exemple. Toutes ces cellules, elles font barrière pour empêcher certaines bactéries de rentrer à l'intérieur, parce qu'on est encore dans tout le système digestif de la bouche jusqu'à l'anus, on est dans ce qu'on appelle le milieu extérieur. Même si c'est à l'intérieur de notre corps, ça fait partie de l'extérieur parce qu'il communique par la bouche et on communique par, et il y a une sortie à l'extérieur. Donc, en fait, c'est tout ce tuyau-là, il n'y a aucun lien qui doit se faire avec le système sanguin. Donc, on parle vraiment de barrière intestinale parce que c'est à cet endroit-là où les aliments, les micronutriments passent, mais on ne doit pas laisser passer les bactéries. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait une espèce de concurrence qui se fasse entre je laisse passer le glucose, je laisse passer les vitamines, je laisse passer les acides gras, tout ce qui est bon pour le corps, mais s'il y a des bactéries, clac, je ne laisse pas passer. Donc, en fait, il y a toute une communication qui se passe entre les micro-organismes même de ce côlon ou de cet intestin grêle même, hein, pour que, évidemment, chaque chose soit à sa place et qu'il n'y ait pas une septicémie. À partir du moment où une bactérie rentre dans le sang, on appelle ça une septicémie. Donc, c'est une maladie voilà, dont on peut mourir aujourd'hui, hein, puisqu'en fait, c'est les microbes, s'ils interviennent à l'intérieur du sang, voilà, ils peuvent aller jusqu'au cœur, etc., et puis provoquer des infections. Donc, en fait, ces microbes-là, ils vont vraiment assurer cette intégrité pour qu'il n'y ait pas de passage de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est une fonction majeure. Une autre fonction majeure, c'est que aussi, tout ce microbiote synthétise en fait plein de vitamines. Et la plupart sont des vitamines du groupe B. Donc, j'ai nommé la B12, la B1, la B3, enfin presque toutes les vitamines B sont fabriquées par ces micro-organismes. Donc, c'est vraiment, on parlait de symbiose tout à l'heure, parce qu'une symbiose, c'est je t'héberge dans mon corps et qu'est-ce que tu me donnes en échange, hein, voilà, il y a une espèce on parle de commensal aussi, on parle d'échange en fait entre l'un et l'autre, qui sommes nous, et puis ces micro-organismes qui vivent avec nous et qui vivent pour nous faire du bien. La logique, elle est là, en fait, hein. C'est parce qu'ils ne vont pas nous pourrir la vie, sinon ils se pourrissent leur vie à eux aussi, en fait, ces micro-organismes. Donc, l'intérêt pour eux, c'est vraiment qu'on soit en pleine santé. Donc, en fait, ils produisent tout ce qu'il faut pour qu'on soit en pleine santé. Et comme ça, chacun est satisfait de son espace de vie, en fait. Donc, toutes ces vitamines, elles sont très importantes. Je vous cite juste que c'est des vitamines qui vont vraiment aider aussi au système nerveux, par exemple, hein, donc le fonctionnement du système nerveux, le système émotionnel, etc. Et puis la vitamine K, qui est une vitamine qui va donner qui va travailler au niveau du sang, hein, qui va être important aussi au niveau de notre système sanguin. C'est un anticoagulant aussi du sang, quoi. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de très important de ce côté-là dans sa fonction majeure. Et puis on s'est rendu compte, et ça c'est depuis peu, qu'en fait ces bactéries-là sont vraiment des alliés, hein, parce qu'elles vont détoxifier des produits toxiques, comme par exemple des médicaments, les pesticides, des perturbateurs endocriniens, des phénols, etc., en les transformant. Donc en fait, elles ont un pouvoir qui est assez énorme. Alors pas tout, hein, c'est dommage, mais voilà, elles ne font pas le job à 100%, en fait. Elles ne peuvent pas faire le job à 100%, étant donné la quantité aussi que l'on a dans le corps. Et puis,
il y a quand même des choses qui vont passer à l'intérieur, dans cette fameuse barrière intestinale, il y a quand même des choses qui passent, parce que de plus en plus, la barrière intestinale, on en reparlera tout à l'heure, elle est mise à mal euh, par le stress, par justement un microbiote qui va mal. Donc du coup, il y a des choses qui passent et qui sont récupérées dans le foie, et d'où les problématiques aujourd'hui de foie qui sont importantes. Mais si ça continue à passer dans le corps, en fait, c'est récupéré par les micro-organismes et c'est aidé, transformé, transmuté pour que justement ça ne crée pas de problématiques supplémentaires. Voilà, donc il y a déjà tout ça qui se passe au niveau de ces micro-organismes. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a aussi beaucoup de production de neurotransmetteurs. Alors, ce n'est pas forcément par les microbiotes, mais en fait, les microbiotes, si le microbiote est déséquilibré, il peut aller abîmer les cellules de l'intestin. Et ces cellules de l'intestin ne peuvent plus fabriquer ces neurotransmetteurs, comme par exemple l'hormone du bonheur. On sait aujourd'hui que 80% de cette hormone du bonheur, elle est fabriquée, retour à l'enfant intérieur, elle est fabriquée au niveau intestinal. D'accord. Avant, on pensait que c'était lié voilà, au premier cerveau, hein, donc au niveau de notre boîte crânienne. Et aujourd'hui, on sait que on soigne des dépressions, par exemple, en soignant le microbiote intestinal, donc en soignant les intestins. Donc, ça a ouvert beaucoup de champs de possibles aussi, cette découverte, hein, de tout ce qui est fabriqué par les intestins. Voilà. Alors, ah ben oui, là justement, je voulais juste revoir avec vous ce petit schéma que j'ai trouvé sur Internet, qui était un schéma aussi qui permettait de voir un petit peu toutes, tous les possibles, en fait, ce qui se passe au niveau du gros intestin, hein. Alors, juste qu'est-ce qu'on n'a pas dit, voilà, il y a beaucoup d'informations qui sont, c'est pour ça que je voulais revoir ça, beaucoup d'informations sont transmises entre le gros intestin et le cerveau. Donc ça, c'est les dernières découvertes aussi qui ont été faites. Donc il y a un lien qui se passe à cet endroit-là. Voilà, on sait aussi qu'il y a beaucoup de fermentation de fibres alimentaires et que de cette fermentation, on va récupérer des sucres à cet endroit-là. Donc ça, c'était pas connu avant, hein. Et qu'on sait qu'aussi, c'est pour ça qu'on parle aussi de ce gras du ventre, hein, puisqu'en fait, on va stocker les graisses directement à cet endroit-là aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en fonction du déséquilibre en fait de la flore intestinale. Alors, moi, je voulais revenir sur deux termes en fait qui se passent dans le côlon. On peut avoir des fermentations ou des putréfactions en fait. Alors, ce sont des réactions biochimiques du corps normales. Donc, c'est-à-dire, tout ça, on a tous des petites fermentations et des petites putréfactions. Heureusement, tout le monde a mangé, là c'est bien, on est le soir, après le repas, tout va bien pour parler de ça. Et, mais il peut y avoir un déséquilibre entre les fermentations et la putréfaction dans le corps en fonction de l'état de santé du microbiote et de sa façon de s'alimenter. Par exemple, les fermentations, c'est quand on consomme des sucres et que les sucres arrivent dans le côlon, donc ça veut dire que ça n'a pas été digéré avant, et que du coup, ça va libérer des acides lactiques, des acides acétiques, donc ça va créer des gaz et de la fermentation alcoolique, hein, comme l'éthanol par exemple. On va produire ça au niveau intestinal. Et la putréfaction, c'est quand on fait des fermentations, mais plutôt de fermentation de protéines. Donc c'est comme si c'est quand on mange encore des viandes ou des poissons, par exemple, hein, des protéines qu'on appelle des protéines fortes plutôt, et qui ne sont pas toutes en fait digérées au niveau de l'intestin grêle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qui vont passer dans le gros intestin et qui vont continuer à être digérées par ces micro-organismes qui existent et qui sont là en anaérobiose, donc sans oxygène, pour faire cette putréfaction, donc pour continuer à travailler. Mais du coup, on va avoir aussi des produits, des sous-produits qui sont fabriqués à partir de ça, qui sont des ammoniacs, par exemple, de l'indole, des phénols, qui peuvent être compliqués dans les cancers des côlons, hein, par exemple, et qui peuvent aussi, toutes ces fermentations et putréfactions, elles peuvent aussi donner cette espèce de ventre gonflé après un repas, par exemple. Et donc, soit on a trop de fermentation, soit on a trop de putréfaction, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et c'est pas toujours équilibré, c'est ça que je veux dire, hein. Donc, quand c'est équilibré, tout va bien.
Et dès qu'il y a un déséquilibre, eh bien, en fait, la flore intestinale, elle en subit les conséquences. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux, en fait, qui est lié à peut-être du stress aussi, qui affaiblit notre microbiote, déséquilibre le microbiote, mais aussi à l'alimentation. Une alimentation trop carnée, trop chargée en produits laitiers, par exemple, donc c'est-à-dire ou en céréales, par exemple, hein, donc ces 3 produits qui sont compliqués à digérer pour le corps humain, eh bien, tout va se retrouver au niveau du côlon et on va avoir ces problématiques qui vont apparaître. Donc, trop de putréfaction, trop de fermentation à certains moments donnés. Voilà. Donc, en fait, tant que c'est en déséquilibre, l'alimentation, elle peut permettre de rééquilibrer tout ça, mais pas que. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que ce serait qu'un partenaire, qu'un microbiote idéal? Bah, justement, il faut se rendre compte qu'avec tout ce que j'ai dit avant, on, on devrait être en harmonie, en fait, avec ce microbiote. On devrait vivre en harmonie avec. C'est-à-dire que les micro-organismes qui sont présents à l'intérieur de notre corps, on devrait les cocooner, en prendre soin pour qu'il y ait le maximum de diversification. On parlait de plus de 1200 espèces tout à l'heure, hein, et puis qu'il y ait un équilibre qui se joue. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on ne cocoone pas assez notre microbiote. On n'en prend pas assez soin. C'est comme de notre enfant intérieur. On n'en prend pas assez soin. On ne vient pas le prendre dans nos bras et aller le chérir aussi, hein. Donc, du coup, on a ce qu'on appelle des dysbioses. Les dysbioses, c'est 10, hein, c'est donc une disharmonie en fait entre l'équilibre précaire justement de ces différents micro-organismes qui existent dans le microbiote. Donc une dysbiose, ça peut entraîner tout un tas de problématiques aussi de santé. Et en fait, le microbiote idéal, au départ, c'est celui de nos ancêtres, si on peut dire ça comme ça, qui étaient des chasseurs-cueilleurs. Et c'est pas pour revenir à l'ancien temps, mais c'est pour vous dire ce qu'ils mangeaient en fait, hein. Les chasseurs-cueilleurs, ils mangeaient souvent cru, ils mangeaient des fruits et ils mangeaient des racines, quelques légumes, quelques feuilles, hein, et de temps en temps des animaux. De temps en temps, parce qu'ils ne chassaient pas toute l'année, en fait, hein. Donc, le gros de leur alimentation, c'était vraiment euh, voilà, végétal, en fait, hein. Ils n'avaient pas d'animaux et pour boire du lait et pour manger de la viande. Donc, c'était de la chasse, etc. Et, et ça, c'est au niveau alimentaire, mais vous imaginez bien qu'à cette époque-là aussi, il n'y avait pas cette hygiène de vie dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, en fait, il y avait une entrée, une sortie voilà, de tous ces microbes qui étaient en harmonie avec la nature aussi, en fait, hein. Ouais. Et il n'y avait pas forcément de stress. Il y avait des moments de stress, évidemment, hein, mais ce n'était pas du stress chronique comme nous, on le connaît aujourd'hui dans nos vies, hein, avec le temps, avec le travail, avec toutes ces choses-là, qui vient vraiment mettre à mal euh, le plus grand, euh, le plus grand danger pour l'équilibre de notre microbiote, c'est le stress, en fait, hein, c'est le stress. C'est même pas l'alimentation, c'est le premier, c'est le stress. Et vient après notre alimentation, c'est-à-dire ce que l'on mange, comment on nutrit aussi notre microbiote. Donc on sait qu'on vit dans un monde de stress très puissant, hein, ne serait-ce qu'en regardant le nombre de gens qui sont en burn-out. Donc, on voit bien à quel point ces gens-là, ils ont un système intestinal qui dysfonctionne complètement. Donc, et c'est un cercle vicieux, puisque si le microbiote intestinal dysfonctionne parce qu'au bout d'un certain nombre d'années de stress, les bactéries sont déséquilibrées, que ça a entraîné à une problématique au niveau des tissus des intestins, on arrive à avoir justement à ce moment-là plus de production d'hormones de bonheur. Vous voyez le cercle vicieux dans lequel on est en train de vivre avec tous ces gens qui ont trop de stress ou qui sont en burn-out. Voilà. Alors on passe à finalement pour les cocooner, le cocooner, ce microbiote, qu'est-ce qu'il a besoin en fait? Qu'est-ce qu'on va lui donner comme aliment, enfin de quoi il va vraiment se nourrir. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ces deux mots, hein, les prébiotiques et les probiotiques, en fait. Donc, les prébiotiques, c'est ce qui va favoriser la vie, hein, biotique, la vie, donc ce qui va favoriser la vie des micro-organismes dans les intestins. Donc, ce sont les aliments que l'on va absorber, que l'on va manger et dont on va les nourrir.
Voilà. Donc, il y a toutes les fibres alimentaires qui sont non digestibles, hein, et donc qui vont vraiment aller nourrir les bactéries. Comme par exemple tous les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, etc. Mais tout ça, c'est attention en quantité, hein. Quand je note les céréales, parce que oui, elles peuvent être des prébiotiques, mais si c'est tout le temps et si c'est trop, à un moment donné, il y a un déséquilibre qui va se faire parce il y a certaines bactéries qui vont s'occuper de manger vraiment toutes les céréales et d'autres des fruits, par exemple. Et à un moment donné, bah, si on donne trop de céréales, bah, ces bactéries-là, elles vont se multiplier beaucoup plus et créer ce déséquilibre entre toutes les bactéries qui existent dans le corps. Mais en tout cas, tout ça, c'est bon en fait pour nos fameux micro-organismes dans notre corps. Et puis les probiotiques, ben là, vous les connaissez aussi, hein, c'est des organismes vivants qu'on va retrouver dans les muqueuses intestinales, mais qu'on peut retrouver aussi dans des aliments et qui vont permettre d'équilibrer cette flore microbienne. Alors on appelle aussi beaucoup aujourd'hui les probiotiques ce qu'on achète dans le commerce en fait, hein, des compléments alimentaires où on a été fabriqué, enfin été produire ces bactéries in vitro pour les mettre dans des gélules et on avale les gélules, hein. Mais il faut savoir quand même, et je mets les photos juste à côté, qu'on peut fabriquer soi-même nos propres probiotiques en fait, hein, qui coûtent beaucoup moins cher que les probiotiques que l'on va trouver en industrie pharmaceutique. Donc, par exemple, les fameux yaourts, en plus, il vaut mieux manger un yaourt qui a été fermenté, puisque du coup, le lactose n'est plus là pour nous embêter, et la caséine a bien aussi été transformée. Donc, il y a tout un de ça. Moi, je préfère les yaourts de brebis, par exemple, ou des choses comme ça, que quand c'est trop fort en protéines, en caséine de lait, par exemple. Donc, voilà, ce genre de yaourt. Ou vous pouvez aussi faire fermenter de façon tout à fait naturelle, puisque ces bactéries-là qui vivent dans les muqueuses intestinales, elles existent aussi sur les légumes de façon naturelle. Donc en fait, si on ne lave pas trop les légumes et qu'on les met dans de l'eau, par exemple, et qu'on fait des fermentations en mettant un peu de sel, un peu de ce qu'on appelle les saumures, hein, vous connaissez, on va avoir des fermentations. Donc c'est des aliments qui sont vivants, qui restent vivants, qui sont fermentés par des bactéries. Et ces bactéries-là, qui, lorsque vous allez les ingérer, vont venir alimenter et rééquilibrer la flore microbienne. Alors, je n'ai pas tout mis ici, mais vous en connaissez peut-être d'autres, comme moi, je fabrique par exemple tous les jours du kéfir, hein, des kéfirs de fruits, par exemple, hein, le kéfir de fruits. Euh, voilà. Les choucroutes, hein, c'est l'exemple que vous pouvez connaître aussi. Alors, si elle est en boîte, bah, c'est dommage. Les choucroutes fraîches, par exemple, où les micro-organismes sont encore vivants. Ça Question, c'est quoi le kéfir? Alors, le kéfir, c'est des petites, c'est un ensemble de micro-organismes et lorsqu'on leur donne du sucre et de l'eau, en fait, elles vont créer cette fermentation et se multiplier sans entrave. Et du coup, l'eau que l'on boit issue de cette fermentation contient des micro-organismes vivants et qui sont bons pour les intestins, le kéfir. C'est comme des petites boules blanches, en fait. Je pourrais aller vous le chercher, j'en ai en bas si vous voulez tout à l'heure. Et en fait, voilà, on met, vous savez, il y a toute une recette avec de les figues, avec voilà, soit des citrons, soit des oranges pour donner un peu de goût. Et puis, c'est une boisson voilà, qui peut servir d'apéritif, par exemple, hein. Mais du coup, il faut la faire fermenter parce que le sucre qu'on met dedans, bah, si on la boit rapidement, on va boire le sucre, hein, donc c'est du saccharose, etc. Donc, on va le laisser fermenter de façon à ce que les micro-organismes ont consommé à peu près tout le sucre pour qu'on puisse, nous, avoir que les bonnes choses, c'est-à-dire tout ce que vont fabriquer ces bactéries dans l'eau, là. Et dedans, il y a les micro-organismes vivants, mais il y a aussi toutes les vitamines, en fait, qui sont produites dans les vitamines B que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est une boisson qui est vraiment très riche, en fait, à consommer et qui va aller vraiment réparer ou rééquilibrer, parce que réparer, ce n'est pas le cas, mais rééquilibrer la flore intestinale. Si ce n'est que ça le problème, si c'est qu'un déséquilibre en fait, hein, parce que bon, ça peut être plus complexe que ça. Vous aviez d'autres questions peut-être sur cette diapo? Prébiotiques, probiotiques, vous voyez, hein, donc c'est qu'est-ce qu'on donne à manger. Prébiotiques, c'est vraiment qu'est-ce qu'on donne à manger à la flore intestinale en même temps qu'on se donne à manger à nous. Bah,
on donne, voilà, c'est l'un et l'autre en fait, hein, c'est des huit en fait entre notre corps et puis entre la flore microbienne. Qu'est-ce qu'on donne à manger à nous et à la flore microbienne? Donc c'est à leur apporter vraiment des fibres alimentaires. Et Dieu sait si on en parle aujourd'hui des fibres alimentaires dans le cancer du côlon, hein, on manque cruellement de fibres alimentaires dans notre alimentation. Plus c'est cru, mieux ça vaut, mais le cru, faut-il encore qu'il soit accepté aujourd'hui par ce microbiote qui a été tellement abîmé, en fait, hein. On voit qu'il y a des gens qui me disent, ah ben moi, je suis d'accord, il faut manger plus de cru, mais dès que je mange du cru, je fermente. Ben oui, parce qu'en fait, elle a une flore intestinale à l'intérieur de son corps qui correspond à quelqu'un qui mangeait, par exemple, des céréales, des légumineuses et très peu de légumes, par exemple. Donc forcément, le temps que ça se rééquilibre, on ne peut pas manger de cru parce que ça va exploser dans le corps. En fait, le cru, il n'est pas digeste par ces bactéries-là. Vous voyez l'idée de l'équilibre, en fait. Et moi, je vois beaucoup de gens qui viennent me voir en naturo, qui sont des véganes, en fait, hein, des gens qui ont banni de leur alimentation tout ce qui était d'origine animale, et qui, du coup, remplacent tout ça par beaucoup de céréales et de légumineuses. Et ça, c'est une problématique énorme aujourd'hui parce que du coup, on se rend compte que oui, il faut des légumineuses pour avoir des protéines, des céréales pour avoir des protéines, etc. Mais on sait aujourd'hui qu'on n'a pas tant que ça besoin de protéines et que les protéines, on peut aussi se les fabriquer soi-même. Je prends toujours l'exemple du grand singe. Euh, qui est à 99% a le même génome que nous et qui a un même système digestif que le nôtre et qui a été étudié. Donc à 99%, on pourrait manger la même chose que lui pour être comme dans la condition physique dans laquelle le grand singe est. Et regarder ce qu'il mange et regarder ses muscles. Voilà. Donc en fait, jamais il va aller manger des légumineuses, jamais il va aller manger des céréales, voilà, jamais il va aller manger des quantités de protéines pour fabriquer des muscles. D'accord? Il mange à la limite des larves, des petits vers, des fourmis, des choses comme ça. Vous voyez la quantité de protéines que cet animal mange pour faire de ce qu'il devient en termes musculaires. On dit mange de la viande, tu feras du muscle, mange des œufs, tu feras du muscle, mange ceci, tu feras du muscle. C'est une aberration, on le sait aujourd'hui. Donc on s'abîme les surrénales, hein, qui ont un travail de fou à faire pour digérer tout ça, enfin pour la suite de tout ça. Et puis on n'a pas du tout le microbiote qui est fait pour se nourrir de cette façon-là. La viande est intégrée trop tôt chez les enfants aujourd'hui, chez les bébés par exemple, hein, tout ce qui est viande, etc. On en met souvent trop tôt dans les petits pots ou dans la viande, dans les aliments. Et les céréales aussi, hein, voilà. On est rendu à même donner des céréales à nos chiens et nos chats quand même. C'est une aberration de dingue, quoi. À quel moment dans la nature les chiens et les chats vont aller manger des céréales? Voilà. Donc c'est pour que ça coûte moins cher, c'est évident, hein, dans la fabrication des trucs, des aliments, mais c'est voilà. Donc en fait, pour en revenir à ces personnes qui sont véganes, en fait, elles ont un système digestif qui est tellement mis à mal que elles peuvent plus manger de cru en fait, parce qu'en fait leurs bactéries ne sont plus adaptées au cru. Il y a comme un déséquilibre qui se passe entre celles qui vont gérer ça et celles qui vont gérer ça, puis finalement, voilà, il n'y a plus les bonnes en fait. Donc, il faut faire un travail, vraiment, on va y arriver à la suite hein, de ça, de nettoyage de cet intestin pour pouvoir recommencer à manger du cru et redonner des bonnes bactéries pour recommencer à manger du cru plutôt, dans ce sens-là. Voilà. Par rapport à ça, je vais passer justement à... Ah oui, alors qu'est-ce qui va perturber aussi, à part ce stress dont on a parlé tout à l'heure et l'alimentation trop, trop difficile à digérer, hein. On a vu tout à l'heure les débuts de vie non physiologiques, c'est-à-dire voilà, quand à la naissance, on ne passe pas dans le bon endroit. Alors, je ne sais pas que c'est un bon ou un mauvais, mais par rapport en tout cas aux intestins, c'est moins bien de sortir par les voies non naturelles, en fait, hein, puisqu'on va mal récupérer les micro-organismes. Alors, ce que je vois aussi, moi, dans ma pratique, en fait, c'est depuis plusieurs générations, en fait, le microbiote est mis à mal de mère-fille ou de mère-enfant.
en fait, hein, depuis plusieurs générations. C'est-à-dire que je l'ai vu pour ma propre situation à moi, où j'ai eu un problème à force d'antibiotiques trop important parce que j'allais en Afrique et qu'en Afrique, bah, il faut forcément avoir des traitements contre les moustiques et tout ça. Là. Donc, je prenais des antibiotiques pendant 3 semaines, un mois. Donc, je me suis flingué le système intestinal. Et quand j'ai eu mes enfants, bah, j'ai bien remarqué que mes enfants aujourd'hui ont des problèmes intestinaux, en fait, ont des problèmes enfin, c'est comme ça que je suis arrivée à vraiment essayer de me spécialiser là-dedans, parce que, en fait, je voulais comprendre ce qui se passait avec les intestins des gens, les miens d'abord, hein, et puis ceux de mes enfants, et puis maintenant, du coup, ceux de tout le monde, ceux des gens qui viennent me voir. Et en fait, donc, comme moi, j'avais une flore intestinale qui était déjà pas très bonne, j'ai refilé à tous mes enfants, sympathiquement parlant, une flore intestinale qui n'était pas de bonne qualité. Et mes enfants qui ont eu des enfants, parce que je suis grand-mère, donc ma fille qui a eu des enfants, eh bien, c'est aussi la catastrophe. Donc, c'est-à-dire que leur système, les microbiotes de mes petits-enfants sont pas bons non plus, quoi. Donc, vous voyez ce qu'on appelle cette dégénérescence qui existe à partir du moment où, de toute façon, on a une espèce de roulement qui se fait. Là, on ne parle pas de génétique, hein, on parle de flore intestinale simplement, mais c'est pareil pour tout le reste. Et on est en train de refiler. Alors, ce n'est pas pour se mettre dans la culpabilité quand je dis ça, c'est juste pour comprendre que, bah, comment on peut couper ce système-là aussi, comment on peut arrêter ce système-là, justement, qu'on engendre. Et j'ai jamais autant vu, moi, depuis ces 5 dernières années, de ces bébés qui naissent avec le syndrome de reflux gastro-œsophagien hyper prononcé, quoi. Ils prennent le biberon ou ils prennent le sein, et même le sein, en fait, et directement après avoir bu, il y a le gel, hein, vous savez, ce gel comme un vomissement incoercible, c'est même pas rentré là, c'est toujours ici, etc. Et en fait, les médecins vont facilement donner des pompes à protons, là, comme on appelle, parce qu'ils pensent que c'est lié à l'estomac, en fait, hein, qui digère mal les laits, donc ils changent de lait 100 fois, etc. Et aujourd'hui, moi, en naturopathie, en hygiénisme, ça a été vraiment étudié et on sait aujourd'hui que c'est lié, en fait, à l'intestin. C'est lié au microbiote intestinal qui modifie les pH, en fait, de ces lieux-là où il y a des digestions et que la digestion se fait plus, en fait. Voilà. Donc c'est lié à la qualité. Et on soigne les bébés aujourd'hui en leur donnant des probiotiques. Donc c'est incroyable, hein, mais vous voyez comment un peu tout ça, ça s'installe aussi dans notre quotidien et dans notre vécu, en fait, hein. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on, ouais, on soigne les bébés fréquemment avec des probiotiques au lieu de leur donner des médicaments, vous savez, pour empêcher l'acidité, en fait, gastrique, hein. Voilà. Donc le lait maternisé n'a pas aidé, hein, c'est parce que vraiment c'est pas fait pour un enfant, mais voilà, on en fait comme on a pu, hein, tout le monde. Quand on n'a pas le choix, on fait comme ça, ou voilà, ou, peu importe, hein, les raisons, c'est pas la culpabilité qui est importante là aujourd'hui, c'est vraiment la prise de conscience aussi. Les vaccinations précoces, hein, vous avez vu à quel âge on vaccine les enfants aujourd'hui, et puis maintenant c'est 11 vaccins, je crois. Donc là, c'est la catastrophe pour le système intestinal. On a parlé du stress chronique, je n'en reviens pas, mais l'excès d'hygiène, on en a parlé aussi. Et puis, bah, forcément, on peut aussi reparler, hein, des antibiotiques qu'on a eu toute notre vie. Dès qu'il y a eu un petit pet de travers, antibio. Alors maintenant, on fait plus attention. On dit les antibiotiques, c'est pas automatique, mais il y en a eu quand même pas mal, hein. Enfin, en tout cas, moi, ma génération, voilà, c'était assez rapide de donner pour un rhume ou pour une otite ou pour une angine, quelque chose comme ça. On donnait systématiquement des antibiotiques. Voilà, les infections urinaires aussi, hein, on donne des antibiotiques aussi rapidement. Voilà, et puis plusieurs autres médicaments qui mettent à mal aussi et qui perturbent ce microbiote. Donc il y a beaucoup de choses, hein, qui perturbent le microbiote aussi. Voilà, alors du coup, bah, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'alimentation favorable au microbiote. Moi, j'aime bien prendre l'idée d'un régime qui est très simple, c'est le régime méditerranéen. Il est vieux comme Hérode, évidemment, et c'est le régime qui aujourd'hui, est encore celui qui fonctionne le mieux de toutes les façons, quoi. Voilà. Alors, peut-être, voilà, je peux vous parler du régime FoodMap tout à l'heure, si ça vous intéresse, pour éviter les fermentations. C'est pour des gens qui ont déjà des problèmes
intestinaux. Donc, on enlève en fait tous les aliments qui fermentent. Donc, c'est assez compliqué à suivre ce régime-là. Mais c'est déjà quand on est dans une maladie intestinale, en fait. Enfin, voilà. N'oubliez pas qu'il faut apporter donc des aliments riches en fibres, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, la nourriture la plus simple, c'est la nourriture qui n'est pas transformée, en fait, hein, la nourriture la plus naturelle possible. Moi, j'appelle ça la nourriture vivante, la nourriture vitalisante, celle qui est peu transformée. Plus on va dans le jardin à l'assiette, mieux ça vaut. Voilà, on n'est pas obligé d'aller sur les étals où les légumes ils ont traîné pendant 3 jours, où ils se sont dévitalisés petit à petit, où du coup on va plus avoir les bons micro-organismes dessus, où on va plus avoir les bonnes vitamines, etc., etc. Utile non seulement pour se nutrir, mais utile aussi pour en revenir au microbiote en fait. Hein. Tout ça c'est important pour le microbiote, quoi. Voilà, on peut mettre dans son alimentation aussi, on l'a dit tout à l'heure, hein, des aliments lacto-fermentés, mais en petite quantité. Hein. Ne pas boire 1 litre par jour, tout à l'heure, ce que je vous disais, de kéfir, par exemple. C'est trop, quoi. On va déséquilibrer aussi la flore intestinale. En fait, tout est simple, hein, tout doit être fait avec équilibre. Hein. Toute la vie, elle est comme ça, être dans l'équilibre, en fait. Voilà. Et puis, je vais rajouter quelque chose d'important pour moi dans ce que je vois par rapport au microbiote, c'est vraiment ne pas prendre des fruits au repas. Surtout si les repas contiennent des céréales, des féculents, des protéines animales ou végétales même, hein, ou même des poissons, des choses comme ça, quoi. Voilà, parce qu'en fait, on va créer des fermentations. Il faut savoir que le fruit, en fait, il se digère en très très vite, en fait, en 1/4 d'heure, il se digère. Et si vous mangez avant, par exemple, je vais prendre l'exemple des pâtes ou des pommes de terre, eh bien, en fait, si vous prenez les patates qui vont tomber dedans, l'estomac, ensuite dans l'intestin. Hein. Donc, ils vont rester là, ils vont rester un certain temps, on parle de 4 heures à 5 heures de digestion. Si vous mettez un fruit par là-dessus, un fruit qui va être acide, donc l'acide mélangé à des sucres, ça va faire une fermentation. D'accord? Donc, fermentation plus fermentation, on gonfle. D'accord? Et il y a une extrême fatigue du corps, dont le système immunitaire, il va être mis à mal. Et c'est à ce moment-là qu'on va choper tout un tas de petites choses comme des rhumes à répétition, comme des otites, comme tout le système ORL. Hein, le lien il est direct entre les intestins et le système ORL en fait. D'accord? Donc on va vraiment venir créer une inflammation au niveau du système ORL quand on fait des fermentations comme ça. Donc, c'est un conseil de mettre les fruits soit 1/4 d'heure avant le repas, comme ça a le temps de se digérer, puis on mange après ce qu'on a envie, peu importe, ou soit en dehors des repas, carrément. Voilà pour ça. Et on arrive, voilà, on va terminer en nettoyage, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer ses intestins? En fait, il y a plusieurs solutions, puisqu'on voit bien qu'on ne mange pas toujours au top, hein, et c'est OK de ne pas toujours manger au top. Par contre, à ce moment-là, quand on n'est pas toujours au top dans son alimentation, il faut penser le plus possible à nettoyer. Donc, il y a la première phase, ce qui est le balayage, par exemple, le balayage intestinal. On utilise le psyllium que vous connaissez, je pense, vous qui êtes là. J'en ai mis une petite image à côté, là. C'est un petit tégument, en fait, quand on le met dans l'eau, ça gonfle. Quand il passe, donc c'est pas digeste, hein, donc ça va bien aller jusque dans le côlon, et ça va entraîner un balayage. Ça veut dire que s'il y a des matières fécales qui sont un peu stagnantes à certains endroits dans les villosités intestinales, ça va vraiment aller le libérer pour pousser et balayer les déchets vers l'extérieur du corps. Voilà. Ça a un intérêt aussi important parce qu'en fait, ça va permettre aussi de réguler la quantité d'eau dans les intestins. Hein, des fois, il y a trop d'eau, on a la diarrhée, des fois, c'est pas assez d'eau et du coup, c'est sec et on est constipé. Donc, en fait, le psyllium, il va équilibrer tout ça d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est intéressant, c'est vraiment un produit super intéressant. Et c'est complètement naturel et il n'y a pas d'adaptation, enfin, il n'y a pas d'habitude, en fait. Hein. On est toujours dans... il ne se passera rien si on en prend tous les jours. Moi, j'en prends quasiment tous les jours, en fait. Je balaye mon intestin tous les jours, en fait. Comme on balaye sa cuisine,
on balaye son intestin. Voilà, c'est un peu le truc, quoi. L'idée, c'est ça. Hein. Et c'est pareil, hein, la douche, hein, on prend des douches quasiment aujourd'hui, tout le monde prend des douches tous les jours. Hein, donc, on nettoie l'extérieur du corps, mais à quel moment donné, on nettoie l'intérieur du corps, quoi. Voilà, donc la proposition de la naturopathie, c'est les purges, en fait. Hein. Donc, c'est d'avaler des substances comme le chlorure de magnésium, etc., pour créer une douche intestinale, une douche intérieure. C'est-à-dire que ça va créer une diarrhée qui va permettre à tout ce qui peut être collé à l'intérieur de se décoller, de se nettoyer, de partir, hein, pour laisser la place à autre chose. Donc, s'il y en a un déséquilibre intestinal, par exemple, en faisant une purge, on va permettre à tous les micro-organismes de partir avec toutes les matières, hein, et on va pouvoir réensemencer une nouvelle flore intestinale. Elle ne sera jamais complètement partie, hein, on ne va pas stériliser avec une purge nos intestins, on est d'accord. Hein. Mais s'il y a un déséquilibre, ça va permettre en rajoutant les bonnes, donc les probiotiques, en rajoutant des nouveaux probiotiques de l'extérieur, on va pouvoir rééquilibrer notre flore intestinale. Donc voilà, très intéressant. Puis la purge, elle travaille aussi au niveau lymphatique dans notre corps. Hein. Elle va nettoyer et emmener aussi tout un tas de déchets qui sont dans la lymphe. Voilà. Et puis le dernier, c'est des lavements. Donc là, c'est plus par l'extérieur. Hein. Ce n'est pas un produit qu'on prend par l'intérieur. Là, c'est plus quelque chose qui se passe par l'extérieur. Il y a deux façons. Il y a d'aller aller voir quelqu'un, hein, qu'on appelle l'hydrothérapie du côlon. Donc ce sont des gens qui nettoient le côlon en ajoutant de l'eau à l'intérieur par l'anus, en fait. Hein. Et puis, ou à la maison avec une poche à lavement. Donc c'est le même système. On fait pénétrer l'eau assez tiède, en fait, hein, pour ne pas créer de problématiques de froid dans les intestins. Et puis, en fait, ça nettoie, hein, comme un plat qu'on mettrait à tremper, qu'on a envie d'enlever, que c'est collant, en fait. Hein. Donc, on le met à tremper. Là, c'est comme si on mettait nos intestins, enfin notre côlon à tremper. Et puis, on libère petit à petit tous les déchets qui sont décollés avec cette humidité que l'on fait vivre à nos intestins. Voilà pour le nettoyage intestinal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je pense que vous connaissez. Peut-être Hélène, tu ne connais pas. Si, je t'en ai déjà parlé, il me semble, mais je ne sais plus. Ouais. Voilà. Donc, c'est un moyen assez efficace, en fait, hein, voilà, de garder une bonne hygiène intestinale. Il faut penser à faire ça, en fait. C'est ces trois solutions pour qu'après, au niveau alimentaire, on puisse travailler. Mais avant, on ne peut pas changer son alimentation si on n'a pas nettoyé ses intestins. C'est ça que je veux dire, en fait. Hein. C'est une phase, ce sont des phases très importantes pour que justement on puisse repartir, faire un reset en fait des intestins. On passe par là, c'est évident. On est obligé de passer par là. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais. Je suis arrêtée. Je vais arrêter le partage. Voilà. Et puis, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions à poser. Je vais peut-être arrêter aussi l'enregistrement.